nous Euh, entendrons la communication de M. Thibault, qui s'intitule « Considération méthodologique d'une recherche doctorale en didactique des probabilités, quelques particularités d'une recherche formation ». À vous la parole. Merci. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de venir vous parler un peu de ma thèse doctorale, d'une partie de ma thèse doctorale, donc, qui a été soutenue en mars dernier. Donc, c'est tout nouveau. Puis, j'en ai parlé déjà à certains moments d'avancement de ma thèse. Puis, je me suis rendu compte en parlant à différentes personnes que peut-être ce qui vient rejoindre beaucoup les gens, ce n'est pas nécessairement les probabilités. Moi, c'est un peu mon dada et mon expertise, la didactique des probabilités, mais il y a peut-être un élément rassembleur, je trouvais, sur le plan de la sur la méthodologie en lien avec la recherche-formation, qui est un type de méthode de recherche qui est peu documentée. Puis, j'y voyais en fait une belle occasion de venir partager ça avec vous. Je parlais un petit peu des aspects métaux, avec aussi une partie de résultats, aussi un aperçu de résultats. Donc, ma présentation est organisée comme suit. Donc, brève mise en contexte, questions de recherche. Puis, le gros de la présentation va vraiment être sur les considérations méthodologiques, puis un bref aperçu des résultats en terminant avec, au lieu de terminer avec des pistes de recherche et tout ça, j'avais le goût de terminer avec des défis rencontrés en lien avec ce type de méthode de recherche-là. Donc, en guise de mise en contexte, donc ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse plus globalement à l'enseignement des probabilités du secondaire. Plus particulièrement, j'ai décidé de pointer, oui, l'enseignement des probabilités du secondaire, mais avec des outils technologiques. Donc, j'avais terminé mon mémoire de maîtrise, notamment avec cet intérêt-là d'aller creuser davantage avec les outils technologiques. Puis, oui, l'enseignement et l'apprentissage, mais j'ai eu des questionnements de plus en plus forts, en fait, en lien avec la formation. Donc, la formation à l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques, puis ça cadre bien dans le thème du colloque. Donc, il y a vraiment ces trois ensembles de préoccupations-là qui sont de plus en plus précis, en fait, qui délimitent le problème de recherche, puis qui m'amènent à m'intéresser. Puis ici, je ne vous citerai pas, en fait, tous les travaux qui ont été faits dans chacun de ces ensembles de préoccupations-là, mais on cherche à mieux comprendre, en fait, la formation et l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Donc, la question de recherche, donc j'avance rapidement pour me rendre à la méthode. Donc, quels enjeux de formation, j'ai décidé de cibler cette question-là. Donc, quels enjeux de formation émergent d'une formation continue à l'enseignement des probabilités de secondaire avec des outils technologiques? Puis là, j'ai volontairement décidé de ne pas vous présenter mon cadre conceptuel. J'ai décidé de zoomer vraiment sur certaines parties de ma recherche doctorale, mais je pense que c'est important de préciser ici un terme enjeu de formation qui est quand même central. Donc, enjeu de formation, je me suis appuyé sur d'autres auteurs avant moi, puis en arrivant avec une tentative de définition. Donc, un enjeu de formation, ce que j'entends par là, c'est un élément important à considérer pour organiser la formation des enseignants, donc à l'aide des concepts organisateurs, notamment de Pastré et ses collaborateurs. Donc, pour organiser la formation des enseignants à partir de ce que le formateur remarque, ce qu'il identifie comme important dans le développement professionnel des formés, puis ça peut prendre la forme de repères sous diverses dimensions qui vont tenir compte, oui, des contraintes de la formation, mais aussi des marges de manœuvre qui nous restent pour la formation. Donc, avec cette tentative de définition-là, je me suis intéressé à quels enjeux de formation sortent vraiment d'une formation continue à l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Donc, on va passer tout de suite aux considérations méthodologiques. Donc, c'est une question, de par la nature aussi de la question de recherche là, avec des enjeux de formation qui émergent. J'ai penché davantage du côté de recherche qualitative, exploratoire, parce que les enjeux de formation, je ne les connaissais pas, donc c'était l'idée de les faire émerger dans un contexte de formation continue précis. Au niveau de la recherche-formation, donc c'est la méthode de recherche qui a été choisie, c'est une méthode qui est assez peu documentée. Donc, il y a Nadine Bednarz et Jérôme Proulx, quand même, il y a une dizaine d'années, qui ont essayé de documenter cette méthode de recherche-là en disant que la finalité, c'est justement de documenter de l'intérieur même d'une formation continue. Dans mon cas, c'est des enjeux de formation par, pour et chez les enseignants. Donc, ce n'est pas d'aller voir de l'extérieur une formation continue puis d'aller l'analyser, c'est vraiment d'en faire partie. Donc, et il y a Marcel qui va ajouter que une recherche-formation, on a la recherche, on a la formation. Donc, ce sont deux pôles qui sont, pour reprendre ces mots, en interrelation. Donc, il le dit vraiment, la présence du trait d'union est importante. Donc, ils sont en interrelation. Donc, autant la recherche et la formation vont chacun conserver leur spécificité, mais en s'enrichissant réciproquement. Donc, ça m'a amené, dans le fond, à adopter une posture qui est particulière.
Donc, j'ai adopté le double rôle de chercheur-formateur, donc en étant à la fois le chercheur, mais aussi le formateur pour animer ces rencontres avec les participants. Puis aussi, dans ma posture particulière, il y avait un refus délibéré d'objectivité. Parce qu'on pourrait vouloir dire, justement, le but, c'est d'être très objectif et je vais me détacher pour ne pas influencer les données ou quoi que ce soit. Alors que si ce n'était pas, je n'avais, tout comme mon baron l'a dit avant moi, j'avais vraiment un refus délibéré d'objectivité. Pourquoi? Pour essayer de mieux comprendre le contexte dans lequel je m'imprègne. Donc, parmi les choix méthodologiques que j'ai faits, j'ai décidé de cibler 5 rencontres de travail en groupe auprès d'enseignants et de conseillers pédagogiques en mathématiques au secondaire. J'ai aussi décidé d'inclure dans ces rencontres-là un devoir. Donc, à chaque fin de rencontre, je proposais ou on négociait un devoir pour la rencontre suivante. L'idée, c'était vraiment de poursuivre la réflexion d'une rencontre à l'autre. Puis, j'ai aussi mis en place, dans le fond, des entretiens individuels, autant au début, donc préliminaire, avant les 5 rencontres de travail, puis à la fin aussi. Donc, quand j'ai préparé mes séances de formation, j'ai préparé une banque de situations probabilistes. Le but, c'était d'avoir des situations probabilistes qui me permettaient d'amorcer les discussions avec les participants, autant sur les plans mathématiques que didactiques. Et ça, c'était important pour moi, sans cibler un niveau scolaire en particulier. Pourquoi? Parce que j'avais des participants qui intervenaient, des enseignants, par exemple, plus de premier cycle, d'autres de deuxième cycle. Il y a des conseillers pédagogiques aussi qui ont participé, qui étaient plus, qui voulaient avoir une vision large, d'autres qui étaient plus spécialistes au premier cycle du secondaire. Donc, je voulais avoir des situations qui étaient assez riches et qui permettaient de toucher, d'être adaptées puis de toucher à différents niveaux scolaires. Donc, il y a eu 5 situations qui ont été expérimentées dans les rencontres. Puis, je ne veux pas aller en détail parce que je m'étais dit qu'aujourd'hui, je n'irais pas dans le détail des probabilités, puis je voulais rester vraiment sur la méthode de recherche, mais peut-être que vous connaissez déjà le problème de Monty Hall, le problème des 3 portes. Donc, sans l'expliquer en détail, c'est un problème qui a été identifié par beaucoup de personnes comme étant très contre-intuitif, autant des mathématiciens qui disent que ce problème-là, où, juste pour vous résumer, où on a un choix à faire, il faut décider si on garde la porte ou on change de porte. Et c'est un choix qui est assez contre-intuitif. Donc, j'arrive avec cette situation-là. Certains des participants la connaissaient déjà, mais sans la maîtriser non plus. Et je leur donne en main, dans le fond, successivement 2 simulateurs qui permettent de toucher, en fait, de simuler des essais de ce jeu-là de Monty Hall. Donc, les participants, une fois que j'ai préparé ces situations-là, les participants qui ont été recrutés pour la diversité et la richesse de leur expertise, c'est 5 enseignants de mathématiques au secondaire et 2 conseillers pédagogiques. On voit qu'ils sont à différents niveaux d'enseignement, autant au premier cycle qu'au deuxième cycle du secondaire. Ils ont aussi un nombre d'années d'expérience assez varié, allant de 8 ans jusqu'à 26 ans. Puis au niveau de l'aisance avec les outils technologiques, on voit qu'il y a quand même une diversité allant de peu à l'aise jusqu'à très à l'aise. Puis même chose pour l'enseignement des probabilités, peu à l'aise jusqu'à très à l'aise. Et ça, pour moi, c'était important justement d'avoir cette diversité d'expertise-là pour que, sur le plan méthodologique, je me disais, ça va peut-être faire émerger différents enjeux de formation, justement, le fait qu'on ait cette diversité d'expertise. Donc, pour la collecte de données, comment ça s'est passé? J'avais des entretiens individuels, comme je vous avais dit, au début et à la fin. Donc, j'ai eu des enregistrements audio avec chacune de ces 7 personnes-là. J'ai pris des notes de recherche aussi à ce sujet-là. Puis après ça, les 5 rencontres étaient étalées environ 1 mois et demi, grosso modo, entre chacune des rencontres, ce qui laissait du temps justement de faire des tentatives, de réfléchir à ce qui s'était passé, mais aussi pour moi, de m'ajuster de mon côté pour les formations, de revenir en lien avec mes questions de recherche aussi, et permettait aussi de travailler sur un certain devoir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'avais comme données? J'avais les productions des participants lors du travail sur les 5 situations. Donc, je leur donnais la feuille Monty Hall, ils réfléchissaient, ils prenaient des notes, tout ça, et j'en faisais une copie à la fin. J'ai les observations filmées, mes notes de recherche, puis aussi les productions des participants lors du travail sur les devoirs aussi à chaque fois. Pour l'analyse, donc ça se place dans une démarche d'analyse inductive. Donc, toutes les
toutes les données ont été recueillies là, par divers outils. Là. Dans le fond, j'avais 21 heures d'enregistrement en tout avec mes entretiens et mes rencontres. Ce que j'ai voulu faire, c'est de faire une espèce de resserrement dans mes données. Donc, j'ai d'abord fait, dans le fond, au fur et à mesure, un compte-rendu à chaque séance. Donc, chaque séance, c'était des demi-journées, donc presque près de 3 heures. Je faisais un compte-rendu de chacune des séances, des notes pour moi assez descriptives de tout ce qui se passait. Donc, on est vraiment dans la description et non pas dans l'analyse encore. Et après ça, à partir de ce compte-rendu-là, qui est moins lourd que de faire des verbatims à chaque fois, je faisais un récit de formation à chaque séance de 5 à 8 pages et j'avais un double objectif en lien avec les récits de formation. Donc, comme l'écrit Prudhomme, le récit de formation, c'est un écrit qui est à la fois descriptif, mais aussi analytique. Donc, il décrit ce qui s'est passé, mais il analyse aussi en faisant ressortir certaines grandes idées, à retracer un parcours aussi de ce qui s'est passé dans la formation. Et ça sert d'outils méthodologiques à la fois et d'outils de formation. Donc, pourquoi outils méthodologiques? Pour moi, dans le fond, ça devient des données. Donc, mes récits de formation deviennent des données. Et outils de formation, parce que les personnes qui participent pouvaient avoir ces récits-là à peu près à mi-chemin entre 2 rencontres. Donc, j'ai une première rencontre, environ 3-4 semaines plus tard, je leur envoie le récit de formation. Et 2-3 semaines plus tard, on enchaîne avec une deuxième rencontre. Et là, on pouvait revenir sur le récit de formation. Et quelques-uns m'ont dit à quel point ça avait été utile pour eux, notamment s'il y en a des participants qui ont dû s'absenter pour une rencontre, ils ont pu poursuivre les échanges, dans le fond, en tenant compte de ce qui était indiqué dans les récits de formation. Puis après ça, avec mes comptes rendus et mes récits de formation, j'ai réussi, dans le fond, à cibler 16 moments que j'ai jugés particulièrement importants. Ces moments-là allant de 4 minutes jusqu'à une quarantaine de minutes. Et ces moments-là, j'ai décidé de les retranscrire intégralement sous forme de verbatim, puis je les ai analysés de façon détaillée en lien avec les angles d'un cadre théorique dont je ne vous parle pas aujourd'hui. Donc, j'ai analysé toutes mes données de façon globale, mais ces moments-là, en particulier, m'ont permis de faire ressortir, dans le fond, par une analyse thématique, j'ai fait ressortir des thèmes que je vais vous montrer tout de suite après. Puis ensuite, une fois que j'avais mes thèmes avec mes catégories, j'ai pu ressortir des enjeux de formation par l'analyse à l'aide des catégories conceptualisantes de Payet et Mukieli. Donc, les thèmes justement en question, donc l'analyse thématique, elle m'a permis de dégager 3 thèmes qui ont émergé, puis 11 sous-thèmes. Et là, pour chacun des sous-thèmes, donc si je prends par exemple le recours à des notions probabilistes liées à l'approche fréquentielle, puis en lien avec le nombre d'essais nécessaires dans l'approche fréquentielle, pour chacun des sous-thèmes, j'ai voulu essayer de décrire et comprendre un ou des enjeux de formation en les exemplifiant à partir des extraits analysés. Puis, cette analyse-là, avec des catégories conceptualisantes, ça m'a permis de faire ressortir 17 enjeux de formation. Donc, les voici. Ils sont trop petits, je sais, mon but, ce n'est pas que vous serviez à les lire précisément, mais ici, on peut voir que j'ai mon thème, en fait, pas mon thème, mais mon objet de recherche plutôt, les enjeux de formation concernant la formation à l'enseignement des probabilités de secondaire avec des outils technologiques, duquel découlent 3 thèmes et 11 sous-thèmes, puis 17 enjeux de formation. Ce qu'il y a de particulier par rapport à ces enjeux de formation-là, j'ai fait ressortir particulièrement 3 formes. Donc, j'ai parlé tantôt qu'un enjeu de formation, c'est un élément important à considérer. Donc, oui, ça peut être des événements importants. Une des formes, c'est un événement important qui survient dans les rencontres, puis qui devient un moment clé lors de la recherche-formation, puis qui va amener d'autres discussions qui vont découler par la suite. Des fois, c'est la forme d'un élément important à comprendre ou à faire qui peut être évoqué soit par moi, le formateur, ou par les formés. Donc, ils vont dire ça, c'est un point important, il faudrait mettre l'emphase là-dessus. Puis des fois, c'est un problème qui survient dans les rencontres aussi qui prend la forme pour un enjeu. Donc, ça peut laisser croire qu'il s'agirait de quelque chose qui est difficile à faire, soit pour le formateur ou le formé, en lien avec, en raison peut-être d'un obstacle ou d'une contrainte à franchir. Donc, si on va voir un exemple d'un enjeu de formation du 2e thème, donc si je prends le thème de manifestation des apports et des limites d'outils technologiques en probabilité. Donc, il y a eu beaucoup de discussions en lien avec ce thème-là. Il y en a eu plus précisément en lien avec l'aspect visuel d'un outil technologique pour faire ressortir des apports et des limites. Puis, un des enjeux de formation qui découle, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est se donner des critères pour évaluer un outil technologique à partir de l'information visuelle qu'il produit. Donc, cet enjeu-là,
il a pris la forme notamment, il a pris d'autres formes, mais celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un événement un événement important, pardon, que je vais vous présenter, où il y a des formiques qui vont relever l'importance de se pencher sur l'aspect visuel d'un outil technologique, par exemple, quand ils vont comparer deux simulateurs. Donc, les deux simulateurs de Monty Hall, dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, on va les voir. Donc, on a ici, Donc, on a chaque simulateur, c'était un premier simulateur, puis chaque simulateur offre des apports et des limites liées à l'aspect visuel. Donc, le premier simulateur, on voit qu'il y a différentes informations. Il y a beaucoup de nombres, il y a un tableau, un diagramme à bande, un diagramme à ligne brisée. Donc, on a beaucoup d'informations, puis dans ce sens-là, il va requérir beaucoup d'attention de la part de l'utilisateur. Pour les choix, pour faire des choix, pour savoir qu'est-ce que je choisis en termes de paramètres, mais aussi pour interpréter toutes ces informations visuelles-là. Donc ça peut s'avérer complexe versus le deuxième simulateur qui, lui, est beaucoup plus simple au niveau de l'interface visuelle. On peut jouer en cliquant au jeu et ici, on va voir le nombre de parties jouées, changées, gagnées et perdues. Donc, lui est beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial, mais à l'inverse, on pourrait dire qu'il n'a pas toutes les informations du premier. Donc, les deux ont des apports et des limites parce qu'ils sont différents, mais tous deux simulent le jeu de Monty Hall. Donc, si je regarde ici un extrait de la toute première rencontre, donc on avait vu le premier simulateur, après je leur fais tester le deuxième simulateur, puis là je leur dis, CF, c'est moi, chercheur-formateur, donc c'est quoi les similitudes et les différences avec l'autre simulateur? Là, il y a, avec des pseudonymes ici, Grace qui dit, moi je pense que le deuxième est plus visuel. OK, plus visuel, oui, pour les élèves, là, peut-être plus accessible. Donc, l'idée, OK, c'est intéressant d'avoir le deuxième, si c'était positif, parce qu'il est plus visuel, il est plus accessible. Donc, le fait d'être visuel peut-être amène à une facilité de s'approprier la situation. Il y a Florence qui lit ce qui est écrit sur le deuxième simulateur. Là. Donc, je vous rappelle, c'était, ici, jouer, gagner, changer, perdu. Là. Donc, elle lit ces informations-là. Et là, Brian va dire, aussi, ce simulateur-là, il aide à comprendre la situation de départ beaucoup plus facilement en la visualisant. Donc, on est capable de faire un essai à la fois puis bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, Florence qui dit, mais j'aimais les pourcentages parce que ici, tu ne les as pas, les pourcentages dans le deuxième simulateur. Pour tes calculs, il faut que tu les calcules à mi-terme. Donc là, il y a l'idée que visuellement, c'est intéressant d'avoir ces informations-là comme le pourcentage. Donc, elle va ajouter c'est ce qui manque. Oui, il est le fun de jouer, tu le comprends, il est peut-être plus simple dans le fond. Là. Je change, il est visuel, mais tu n'as pas le pourcentage qu'on avait au premier simulateur. Puis j'aimais bien le diagramme à bande qui montait. Donc, elle est capable d'apprécier certains aspects du deuxième simulateur, mais certains appréciaient aussi certains aspects du premier simulateur. Puis il y a Brian qui ajoute, on est capable de voir quand même au bout de 10, 20, 30 essais que c'est plus de la moitié des fois qu'on gagne. Donc, comme quoi, dans le fond, il va chercher de l'information. Cette information visuelle-là peut l'amener, dans le fond, à faire des constats et à prendre des décisions. Donc, on peut voir, dans le fond, qu'il n'y a pas une seule manière pour un simulateur d'être visuel. Là. Donc, les apports, ce que j'ai appelé les apports visuels du simulateur, il semble donc être une particularité que les participants apprécient. Les apports visuels qu'ils rapportent sont variés, puis ils soutiennent l'enseignement des probabilités. Parce qu'ils facilitent, selon eux, l'appropriation de la situation, comme dans le cas de ici, s'approprier la situation. La présentation des résultats de parties simulées aussi, c'est quelque chose qui est relevé, ou même la production de représentations visuelles, ça aide à prendre une décision. Donc, pour évaluer un outil technologique à partir de l'information visuelle qu'il produit, ça semble important dans leur discours de se donner des critères. Puis ça sort de nos séances de formation. Donc, ceci étant dit, là, quand on regarde les apports visuels qui sont, relevés dans les échanges, on peut se demander si l'aspect visuel, c'est toujours aidant pour l'utilisateur. Puis en effet, ce n'est pas le cas. Donc, des fois, c'est certaines limites. Donc, l'outil technologique pourrait produire de l'information qui est superflue, qui est erronée, qui est manquante, qui est non pertinente, qui est mal présentée aussi. Puis là, à ce moment-là, c'est plus difficile de se retrouver puis de traiter l'information. Donc, dans ce sens-là, il y a quelquefois des limites de l'aspect visuel qui sont relevées par les participants. Donc, il y a l'enjeu de formation vraiment qui ressort là, Allô, Jeanne.
Donc, trouver un bon équilibre, en fait, entre la qualité d'information visuelle et la quantité d'information visuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est discuté, l'harmonie à trouver dans cette qualité et quantité d'information visuelle. Puis ça, ça va orienter, dans le fond, les décisions qu'on va prendre quand on veut évaluer un outil technologique pour savoir s'il nous plaît ou non. Voilà. Donc, bilan des résultats, je termine avec ça et des défis. Donc, si je reviens à ma question, quels enjeux de formation émergent d'une formation continue à l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques? Donc, il y a 17 enjeux de formation issus de 3 thèmes et 11 sous-thèmes. Puis, il y a vraiment un lien fort entre des enjeux d'enseignement, donc les éléments que les participants considèrent importants pour leur enseignement, puis des enjeux de formation, des éléments importants sur le plan de la formation. Donc si un élément, dit autrement, si un élément est important à considérer pour organiser l'enseignement, il pourrait naturellement s'agir d'un élément important à aborder dans la formation. Donc, je termine avec quelques défis rencontrés sur le plan méthodologique. Donc, oui, il fallait planifier une formation, mais il fallait aussi accepter d'ajuster cette planification-là dans l'action. Je voulais vraiment que ça réponde aux besoins des participants. Donc, je voulais tenir compte de leurs préoccupations. Donc, vraiment, recherche d'un équilibre entre les intentions du chercheur formateur et ceux des formés. Aussi, j'avais comme objectif de recueillir des enregistrements d'écran puis pour fournir des données riches à explorer quand les participants ont recours à des outils technologiques, mais je n'y suis pas parvenu pour des contraintes techniques. Donc, ça a été un défi qui est arrivé. Puis ça serait d'autant plus adapté. Il y a des projets de recherche qui se poursuivent présentement, puis on ne peut pas aller nécessairement dans les milieux là, avec les enseignants, avec les élèves, tout ça. Donc, ce serait d'autant plus adapté dans un contexte de formation à distance, d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran, par exemple, dans mon cas, là, quand j'utilisais un simulateur. Un défi aussi, c'était de rédiger les récits de formation. Donc, je trouvais ça très riche, là, les récits de formation, mais c'était exigeant de les rédiger au fur et à mesure des rencontres pour qu'ils soient à la fois utiles pour la formation et pour la recherche. Puis d'ailleurs, ça c'est peut-être une petite déception, mais je trouve qu'ils ont suscité peu de discussions, ils ont été peu bonifiés par les participants. Donc, ils me disaient que c'était intéressant, mais au lieu de le voir comme un point de départ sur lequel on travaille pour bonifier, pour enrichir les discussions, ils l'ont pris un petit peu comme un point final, dans le fond, puis ils ont pris ce résultat-là un peu comme un résumé qui est bien tel quel. On a pu... Puis un dernier défi, ça a été d'analyser des données diverses de nombreuses façons, des données diverses et nombreuses, de façon émergente, en tenant compte des 3 plans, l'apprentissage, l'enseignement, la formation, en plus des probabilités et des outils technologiques. Donc, j'ai dépassé de 2 minutes et je vous invite à me poser vos questions et je vais partager dans le clavardage le lien du diaporama si ça vous intéresse d'y accéder. Merci beaucoup, Mathieu.